Salut à tous, c'est Popsinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec aujourd'hui au programme, si vous le voulez bien, un petit point pour commencer sur les films qui ont marché cet été. Nous allons commémorer le premier anniversaire de la disparition de notre grand Jean-Paul Belmondo. Popsinoche s'affichera avec les films d'animation et nous reviendrons sur la belle carrière du comédien américain James Caan qui nous a quittés en début d'été. Voilà, c'est le programme de votre Popsinoche numéro 31. S'il y a bien une question qui secoue la planète cinéma depuis plusieurs mois, c'est allons-nous enfin retrouver la fréquentation de l'époque d'avant Covid-19 ? C'est-à-dire, est-ce que le public va avoir envie de retourner en nombre, en masse, dans les salles, ou va-t-il finalement se contenter de l'offre de la télévision ou des plateformes ? Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement cet été, les résultats n'ont pas été si mauvais que ça. C'est la première constatation. Autant d'ailleurs, les audiences télé se sont effondrées durant l'été, autant vous êtes très nombreux à avoir eu envie de retourner dans les salles durant cette période de canicule. Peut-être que les salles climatisées n'y étaient pas pour rien, et du coup, il se dégage trois grandes tendances. La première, c'est que vous retournez au cinéma, mais après avoir fait un choix assez particulier qui est d'abord en privilégiant les films pour enfants, les dessins animés ou les films familiaux. Alors dans ce domaine, voilà ce qui a marché cet été. Il y a tout d'abord les Mignons 2, avec quand même plus de 3 millions d'entrées. Ça veut bien dire qu'avec des scores pareils, l'envie de retourner au cinéma est là. Il y a eu Crypto et les Super Animaux, vous y êtes allé en famille, avec les petits et même avec les plus grands. Et Buzz l'éclair, le côté franchise continue à bien fonctionner. Donc, dessins animés, films de famille, ça en effet, ça a remarché assez spontanément. Et puis il y a ensuite les grosses machines américaines. Dans ce domaine, qui est le grand vainqueur ? C'est toujours Tom Cruise avec Top Gun Maverick, parce que non seulement le film était sorti avant l'été, mais il continue comme si de rien n'était, une carrière qui l'emmène déjà à plus de 6 millions d'entrées, et le phénomène est mondial, ce qui est vraiment une immense réussite. Ensuite, et ça a bien marché, c'est Bullet Train, le film complètement délirant d'action, c'est quand même du grand n'importe quoi, mais extrêmement bien fait, avec Brad Pitt. Très beau démarrage, avec 1 million largement dépassé. Il y a également, je vous parlais des franchises, Thor, Marvel, Disney, ça continue à bien fonctionner, il y a un label confiance, ça plaît au grand public et les résultats sont là pour le confirmer. Et puis il y a eu également, toujours côté franchise, Jurassic World, qui lui aussi a très largement dépassé les 3 millions d'entrées, donc au final ça finit par faire beaucoup de monde dans les salles. Là où ça devient plus compliqué, et c'est le troisième enseignement qu'on peut tirer de ces chiffres, eh bien ce sont les films français. Évidemment, qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste les miettes, et on se rend bien compte que pour le cinéma français traditionnel, et alors je ne parle même pas du cinéma dit d'auteur avec des films un petit peu plus difficiles, là le modèle économique, si ça continue comme ça, va devenir de plus en plus compliqué à maintenir. C'est-à-dire que à part un film qui est Ducobu Président, le film d'Elie Moon, qui s'est bien comporté et qui a tout juste dépassé le fatidique million d'entrées, eh bien aucun autre film n'a réussi à atteindre ce fameux million, et pour certains, de très loin. Quand je dis aucun film, ni Irréductible, le film de Jérôme Commandeur, ni Menteur d'Olivier Barou avec Tarek Boudali, qui avait, comme le film de Commandeur, a priori tout pour faire un joli succès à 1 500 000, 2 millions, vous voyez ? Non, celui-ci non plus. Ni Rumba la vie, le film de et avec Franck Dubosc, qui n'est pas un film purement comique, mais une comédie dramatique avec beaucoup d'émotions, qui là aussi avait tout pour emporter les suffrages. Et même Les Volets Verts, le dernier film de Jean Becker avec Gérard Depardieu, qui démarre un petit peu mieux, mais dont il n'est absolument pas sûr que, in fine, il arrive quand même à atteindre le million. En tout cas, ça n'a été le cas d'aucun. Alors vous me direz, est-ce que finalement ça n'a pas toujours été un peu comme ça ? Bien oui, dans l'absolu, les grosses machines US ont toujours très bien fonctionné, et heureusement, parce que c'est quand même ce qui met de l'argent dans le système. Les films pour enfants, idem. Mais les films français arrivaient beaucoup plus facilement à trouver leur place. Et là, on se rend compte que, même si on reste dans cette même dynamique, l'écart se creuse. Les grosses machines marchent presque encore mieux, et les films français marchent encore moins bien. Ce qui veut dire que le modèle économique va être
très difficile à maintenir. Si vous ne continuez pas dans ce bel élan à aller vraiment voir des films dans les salles, et surtout, s'il vous plaît, ne boudez pas les bons films français. N'attendons pas que ça passe à la télévision pour les voir. Il y en a qui méritent vraiment d'être vus dans les salles et ça donnerait beaucoup de respiration à notre cinéma national. Comme vous vous en doutez, dans cette émission d'aujourd'hui, Pop Cinoche ne pouvait pas oublier que voici un an, oui, un an déjà, notre grand Jean-Paul Belmondo, avec toujours son petit sourire au coin des lèvres et la malice dans les yeux, comme sur l'affiche de Stavisky, il nous quittait doucement, délicatement, sobrement sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, c'était l'occasion de se souvenir qu'au-delà de la star de cinéma national et international, Jean-Paul Belmondo était un grand comédien de théâtre, et particulièrement dans la dernière partie de sa carrière. Cet extrait de notre film Belmondo Itinéraire va vous le prouver si besoin était. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu cet été, diffusé. J'ai été le premier surpris et agréablement de le voir sur la chaîne W9. Voici, avec son panache habituel, notre grand Jean-Paul brûler les planches. Les comédiens sont des gens qui ont plus d'amour à donner que les autres. Je veux dire, on a tous besoin d'amour, d'en donner et d'en recevoir. Mais les comédiens dans des proportions tout à fait anormales. Voilà. C'est pour ça que lorsqu'il y a... qui sont si heureux au théâtre, parce qu'il y a 500 personnes qui se lèvent et qui, en tapant dans les mains, leur disent « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». On a cet amour du théâtre aussi parce qu'on a cet amour de la proximité du public et ce langage direct. Pour nous, c'est très important le théâtre parce que c'est différent du cinéma, parce qu'il y a le contact direct. On sent le public respirer, vibrer, rire, pleurer, les silences, la qualité des silences, comme disait Belleville. Et ça, c'est très important. Et Jean-Paul a, comme moi, et j'ai, comme lui, besoin de la scène pour sentir comme ça. Vous êtes la même génération. Oui. Non, c'est pas la même génération. Une dépêche, chef. Une dépêche, chef. Merci. Tiens, à l'envers. Vraiment, en arrêt. C'est des déductions fiscales pour les monuments historiques. Ouais. Je ne sais pas s'il avait envie, mais nous, on lui disait, on reprochait rien, mais on lui disait, alors qu'est-ce qu'on attend, quoi? Qu'est-ce que tu attends? Et aussi par rapport à son père, qui lui disait, quand est-ce que tu feras vraiment le boulot? Son père, il disait, toujours à Jean-Paul, ton vrai métier, c'est le théâtre. Mais c'est pas le cinéma. Et quand son fils se jouait au théâtre, c'était un homme comblé. C'était un homme heureux. On joue pas pour gagner sa vie. On joue pour mentir. Pour se mentir. Pour ce qu'on ne peut pas être. Et parce qu'on en a assez d'être ce qu'on est. On joue pour pas se connaître. Et parce qu'on se connaît trop. On joue les héros. Parce qu'on est là. Les saints parce qu'on est méchants. Les assassins parce qu'on rêve de tuer son prochain. On joue parce qu'on aime la vérité. Et parce qu'on la déteste. On joue parce qu'on est menteur de naissance. On joue parce qu'on deviendrait fou si on ne jouait pas. Jouer. Ah, jouer. Est-ce que je sais, moi, quand je joue? Est-ce qu'il y a un moment où je cesse de jouer? Pour moi, son retour au théâtre était quelque chose de très important. Regardez-moi. Je me souviens juste de son angoisse, de quelqu'un vraiment qui était très inquiet et qui se rendait compte que c'était un vrai risque, parce qu'au moment de Keane, il est vraiment une très grande star de cinéma, numéro 1 au blockbuster, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un vrai challenge pour lui d'aller au théâtre, quelque chose qu'il avait vraiment envie. Et c'est vrai que ce jour-là, quand j'ai vu la première de Keane, c'était vraiment un moment très fort, vraiment très important. C'était pour moi, je pense, la vraie découverte de son talent.
Le jour de la dernière, il y a eu des acclamations. Ça a duré, mais ça a duré. Ça n'en finissait plus. Et la salle s'est mise à chanter « Ce n'est qu'un au revoir, je peux ». C'est difficile au cinéma d'avoir la joie que je viens d'avoir là ce soir, et j'en ai eu beaucoup d'autres dans cette pièce, je crois, tous les soirs. Mais ce final, je m'attendais pas à ça, et là vraiment ça m'a retourné les tripes. Il est là, tout à coup c'est lui. Et qu'on soit au dernier rang ou au premier rang, on a cette espèce de contact physique. Et je crois que voilà, quand c'est une grande vedette de cinéma et que les gens l'ont vu pendant des années sur un écran, il y a une fascination encore plus grande de le voir enfin en chair et en os. Et on ressentait ça beaucoup, beaucoup dans les salles. Il faisait pas Belmondo dans Keane, il faisait Keane, joué par Belmondo. Vous voyez ce que je veux dire? Vécu. Il vivait les rôles. Et aussi dans Cyrano, je me souviens, c'est un régal. Il fascinait tout le monde. Un acteur, un grand acteur. Et aussi, humainement, un type qui existe. Ah, Salomon, as-tu mis 2 places? 3? 3, pourquoi 3? Ben, du moment que vous jouerez la comédie tous les deux, il vous faut un souffleur. Oh, vous êtes mes deux seuls vrais amis. Et vous, monsieur Keane, vous n'êtes qu'un ingrat. Oh, le beau mot de théâtre, monseigneur. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, ce sera le mot de la fin. Je vous disais tout à l'heure en ouverture d'émission que cet été, les dessins animés, les films d'animation avaient plutôt bien marché en salle, c'est vrai. Et c'est également le thème du Pop Cinoche s'affiche d'aujourd'hui. Parce que, en effet, vous allez comprendre maintenant pourquoi pour un amateur ou un collectionneur d'affiches, les dessins animés, ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver cette séquence et tous les autres Pop Cinoche s'affichent sur le site popcinoche.fr. Voici Pop Cinoche s'affiche. Aujourd'hui, Pop Cinoche s'affiche avec les dessins animés, les affiches de dessins animés. Qu'ont-elles de particulier, me direz-vous? Eh bien d'abord, leur taille. 120 par 160, vous savez, c'est la taille officielle des affiches de films. 1,20 m par 1,60 m. Quand on aime une affiche et qu'on veut la punaiser dans une chambre ou dans une pièce, évidemment, là tout d'un coup, comme on dit, waouh, ça clash. Une affiche normale, très bien, il y a des affichistes, c'est leur métier, je vous en parle ici très régulièrement, mais il y a de temps en temps dans les dessins animés quelque chose qui fait énormément exciter les collectionneurs, ce sont les dessins animés qui sont issus de bandes dessinées ou, pourquoi pas, de dessins animés connus, mais venant d'un dessinateur illustre, célèbre. Je veux parler notamment de Tintin avec Hergé. Regardez Tintin et le lac aux requins. Dans quelle autre circonstance qu'avec une affiche de film est-il possible d'avoir chez soi un dessin original d'Hergé d'1,20 m par 1,60 m? C'est une opportunité et une occasion unique. Idem par exemple pour Moebius, qui est un des dessinateurs les plus cotés au monde, avec son film Les Maîtres du Temps, dont il avait dessiné l'affiche que vous voyez là. Et bien tout d'un coup on se retrouvait avec un placard monstrueux, magnifique, de Moebius chez soi. Idem par exemple avec Astérix. Uderzo est un dessinateur dont il est très difficile d'obtenir des reproductions d'une taille pareille. Eh bien, avec les fameux dessins animés d'Astérix, c'est possible. J'en veux par exemple pour preuve, avec Peyo, c'est la même chose. Regardez celle-ci. V'là les Schtroumpfs, Peyo, pour la chambre de vos enfants, ou la vôtre tout simplement. Vous pouvez vous offrir une magnifique illustration de Peyo, pour un prix très modéré, mais surtout avec une taille absolument incroyable. Et idem pour tous les dessins animés, les Walt Disney, ou même L'Âge de glace plus récemment, ou tous les grands films d'animation qui cartonnent. Donc encore une fois, il y a, grâce aux dessins et grâce aux illustrateurs connus, l'occasion unique d'avoir chez soi quelque chose de majestueux qui change de la taille d'une petite illustration A4 ou d'un album de bande dessinée. Et il faut avouer que quand on a ça sur un mur, ça flash vraiment.
Ça, c'est merci les affiches de films, encore une fois. Aujourd'hui, Popsinoche s'affichait avec les dessins animés. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, eh bien, nous voulions rendre hommage à James Caan, ce comédien américain qui nous a quittés au tout début de l'été. Et nous a-t-il semblé dans une sorte d'indifférence générale, enfin du moins en France, pas de films rediffusés, pas véritablement d'hommage. Tout ça franchement me semble très injuste pour un aussi bon acteur avec une carrière aussi impressionnante que la sienne. Alors en quelques mots, je vais vous redonner les grands points de repère de la carrière de cet homme. James Caan, c'est un comédien américain, il est né à New York, dans le Bronx particulier, il en a un petit peu bavé dans sa jeunesse. D'ailleurs, au départ, il se dirigeait plutôt vers le sport. Néanmoins, il suit des cours de comédie et il tente sa chance à Hollywood avec cette belle gueule de jeune premier, mais à la fois un peu rude quand même. C'est pas le jeune premier romantique comme vous le voyez là. Il arrive à Hollywood et à partir de ce moment-là, il a quelques petits rôles dans des films, mais il y en a un qui va être déterminant. Alors j'ai ressorti quelques photos qui me semblent particulièrement édifiantes. Regardez la première. Ça vient du film Eldorado. Voyez-le avec son petit chapeau noir, son blouson de cuir et sa carabine avec les canons sciés un peu ambiance Joss Randall. Et là, c'est un rôle quand même relativement important parce qu'il donne la réplique, mine de rien pour un jeune acteur, à Robert Mitchum et John Wayne. Là, tout le monde se rend quand même vite compte qu'il y a une vraie gueule et une vraie personnalité avec ce jeune James Caan qui est encore assez inconnu. Et ce qui va être déterminant, c'est merci Francis Ford Coppola qui lui offre, au tout début des années 70, en 72 exactement, le rôle de Sonny Corleone, un des fils du parrain. Là évidemment, on le voit en grand écran, en gros plan, et il est même cette année-là nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est une carrière de vedette qui commence. Je ne dis pas de star, mais de vedette. On commence en tout cas à imaginer des films qu'il porte seul sur ses épaules et avec son nom en haut de l'affiche. C'est notamment Le Flambeur, qui n'est pas un film très très connu, un film avec Lorraine Newton, où ce pauvre garçon est complètement démoli par le démon du jeu. Mais c'est un film intéressant à redécouvrir des débuts de la carrière de James Caan. Et à partir de ce moment-là, la carrière de James Caan est vraiment sur une pente ascendante. Tout le monde le veut dans son film, producteur, réalisateur, partenaire. Et d'ailleurs, l'année 1975 est particulièrement édifiante puisqu'avec 3 films différents, il va pouvoir montrer toute la palette de son talent d'acteur. D'abord avec Barbra Streisand, la grande star du moment, dans un film musical, Funny Lady, et on voit qu'il s'en sort très très bien. Et dans la même année, il est également dans Rollerball. Ça, c'est le film déterminant, un film de science-fiction, on pourrait même dire d'anticipation qui se passe dans un futur proche, où il a la possibilité là de montrer véritablement son talent sportif, un film extrêmement violent comme vous le voyez sur ces photos, mais qui est très très représentatif de sa carrière. Et il est même appelé par le grand Sam Peckinpah pour être le héros de Tueur d'élite, un policier très grièvement blessé, qui a toujours sa canne et qui apprend les arts martiaux. C'est peut-être pas le meilleur film de Peckinpah, mais c'est mine de rien une excellente série B. Et regardez, dans la même année, être en tête d'affiche de 3 films de cet acabit, ça montre bien le potentiel de l'homme. Après Tueur d'élite, 1977, là c'est une grande récompense que l'on fait à James Caan quand on tourne cette grande superproduction de guerre qui est le film Un pont trop loin. Il y a un casting de malade dans ce film. Regardez les photos. Ryan O'Neal, Dirk Bogarde, Anthony Hopkins, Elliot Gould, Robert Redford, Sean Connery, mais il y a aussi... Il y était, regardez. Et oui, ça veut dire qu'il fait partie de ceux qui doivent être dans les bons coups. Là, vraiment, sa carrière a le vent en poupe. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il fait une incursion dans le cinéma de Claude Lelouch qui va aux États-Unis tourner Un autre homme, une autre chance. Donc il est vraiment un petit peu partout. Quelque temps plus tard, il retrouve Claude Lelouch pour Les uns et les autres. Et au début des années 80, regardez l'affiche derrière moi, c'est l'année du Solitaire qui se trouve être le premier film réalisé par un certain Michael Mann, qui se dit que son perceur de coffre-fort qui va vendre son âme à celui qu'il ne faut pas, et ça va être le début de la déchéance de sa carrière de voyou, c'est vraiment James Caan qui a ce côté garçon du Bronx, comme je vous le disais tout à l'heure, et en même temps capable de tenir un film entièrement sur ses épaules. Le Solitaire, c'est vraiment un des polars noirs du début des années 80 parmi les meilleurs. Le film est extrêmement violent et il est vraiment formidable dans le rôle. Et là on se dit, c'est vraiment génial pour la carrière de James Caan, ça va partir du feu de Dieu avec les rôles comme celui du Solitaire, mais non.
La contre-performance, de gros problèmes personnels avec la perte d'êtres chers très proches, un problème de drogue également, grosse dépression nerveuse, et James Caan disparaît totalement des écrans pendant 6 ans. C'est grâce à Francis Coppola, qui est celui qui l'a révélé, qu'il va pouvoir revenir sur le devant de la scène avec le très beau film Jardin de pierre. Seulement, quand on l'a quitté, c'était un homme d'une 40aine d'années. Il revient, il approche de la 50aine. Donc ce ne sont plus tout à fait les mêmes rôles. Et après Jardin de pierre, où il jouait le rôle assez proche de lui d'ailleurs d'un militaire à qui il arrive des drames dans sa vie, on le trouve quand même dans de très bonnes productions, comme Futur Immédiat, un très bon film de science-fiction, où il est un flic qui a pour coéquipier un extraterrestre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était vraiment très très bien. Et puis ensuite, il y a quand même Misery. Ah, le Misery avec Kathy Bates de Karl Reiner, inspiré du roman de Stephen King. Ça, c'était vraiment le film du renouveau, où il a montré qu'il était un comédien absolument extraordinaire, mais qui du coup se rapproche de la soixantaine, et on sait que pour les acteurs, la soixantaine, les rôles vont évidemment changer. Il a continué à jouer toute sa vie, bien sûr, mais n'a plus jamais retrouvé à partir de ce moment-là les rôles qui avaient fait l'éclat de sa carrière précédente. Donc en résumé, cette belle carrière a fait de James Caan non pas une superstar, comme pouvaient être Paul Newman, Robert Redford ou ses camarades débutants Pacino, De Niro, parce qu'il est quand même de la même génération que ceux-là. Il n'est jamais allé comme John Voight, comme Harvey Keitel, comme Elliot Gould qu'on citait tout à l'heure ou Michael Caine. Il n'a jamais passé le stade de la superstar, mais l'essentiel pour un artiste et pour un acteur en particulier, c'est pas de faire quelques films en grande vedette, c'est de travailler le plus longtemps possible. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a bossé pour la télévision et le cinéma quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Et c'était, je crois, l'occasion idéale de remettre à sa juste valeur la belle carrière d'un grand comédien comme était James Caan. Et c'est devant la magnifique affiche française de Rollerball avec James Caan que je vous annonce solennellement la fin de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain. En attendant, allez voir des films dans les salles et si possible, des films français. Il y en a vraiment qui valent le coup. Et puis, puisqu'on est entre nous, je peux vous dire un truc. Adriane et moi, on était ravis de vous retrouver en cette rentrée. Ça nous branche toujours autant de régulièrement venir vous parler de cinéma. Rendez-vous le mois prochain. Merci de votre fidélité. Likez, partagez, commentez cette émission. Allez découvrir le site popsinoche.fr. N'oubliez pas les photos du jour tous les matins à partir de 6h30. Et à la prochaine. Bye.